Attends, Clément Mirassa, est-ce qu'on est dans une situation où finalement le Parti congolais du travail, comme qui dirait, a créé un monstre qui l'échappe désormais? Et j'ai toujours dit qu'il y avait un agenda caché dans cette affaire. Et en guise de réponse et fâché, le Premier ministre dit, alors si je suis une marionnette, interpellez donc Denis Christel Sassou Nguesso. Il est bien membre de ce bureau politique, non? Demandez-lui les vrais accords. C'est lui qui les garde chez lui. Vous êtes incapable de l'interpeller et c'est moi que vous voulez menacer. Non, je ne l'accepterai jamais. Alors ça, c'est la goutte d'eau qui a débordé le vase. Ça veut dire quoi, Christian? Je suis désolé de vous arrêter à tout moment, Clément, c'est pour que nos téléspectateurs aussi comprennent. Donc, ça veut dire la réaction du Premier ministre Anatole Koliné-Makosso veut également dire que même lui ne dispose pas de ces accords. C'est ce que ça veut dire, simplement. En termes clairs, c'est Denis Christel Sassou Nguesso qui détient les accords. Le Premier ministre ne les détient pas. Et il fait une communication sans détenir les accords. Vous voyez bien à quel point le peuple congolais est ridiculisé. Et on vient dire, on a fait ceci, on a fait ceci. Maintenant, le problème est profond, Christian. Et il faut que les Congolais en prennent conscience. En vertu de quoi, depuis novembre 2021, en vertu de quoi, depuis avril 2022, Denis Christel Sassou Nguesso peut signer, peut détenir par devers lui. Sinon, je dirais même pas détenir, confisquer par devers lui. Des documents qui ont été signés au nom du Congo pour que le 6 juin 2024, au cours de la rencontre entre le secrétariat permanent du PCT et le gouvernement, que l'on se rende compte que le Parlement n'a pas ses accords, ce qui est extrêmement grave, puisque vous savez que l'article 217 est clair. Le président de la République négocie, signe et ratifie les accords, mais la ratification n'intervient qu'après l'autorisation du Parlement. Et depuis 2021, 2022, pas de 2021, surtout pour l'accord de coopération militaire et technique, et surtout pour l'accord en matière de coopération foncière, et depuis avril 2022 pour, par exemple, l'accord cadre, mais le Parlement ne les a pas. Et Christian, je dis à plusieurs émissions qu'on a faites avec toi, mais que l'accord militaire et technique a été inscrit 2 fois de la même façon que l'accord cadre de partenariat économique, de promotion et de protection des investissements, inscrit 2 fois à l'ordre du jour du Parlement, et 2 fois ça n'a pas été discuté parce que les parlementaires, le Parlement ne les a pas. Les responsables de la Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Est-ce parce que Denis Christel Sassou Nguesso n'a pas voulu venir débattre de ces accords devant le Parlement, ou simplement parce que le Parlement peut-être ne voulait pas ou manquait, j'allais dire, du temps? Ça peut arriver. Est-ce que Denis Christel Sassou Nguesso avait accepté et d'accord pour qu'on en parle à l'Assemblée d'abord? Mais Denis Christel Sassou Nguesso est qui? C'est la question que j'allais vous poser tout à l'heure. La question que je me pose, c'est celle-là. Denis Christel Sassou Nguesso est qui pour se situer au-dessus des institutions de la République? On ne peut pas ridiculiser le pays à ce point. Et c'est la question que moi, j'allais vous poser tout à l'heure, Clément. Et je tiens à rappeler, oui. Christian, la situation est d'autant plus dramatique que tous les Congolais savent que Denis Christel Sassou Nguesso est baigné dans de nombreux scandales économiques et financiers. Je peux parler des Panama Papers, je peux parler de l'appartement. La villa de Miami, et dernièrement, on a parlé de Dubaï. Donc, il faut que cette question soit posée clairement. Mais à qui on doit la poser? On doit la poser à M. Denis Sassou Nguesso, qu'il nous dise exactement quelle est la position de son fils, qu'il a nommé ministre de la coopération internationale et du partenariat public. En quoi? En quelle qualité? Quelles sont les prérogatives? Sont-elles constitutionnelles ou familiales ou organiques?
Salut à toutes et à tous, mesdames, messieurs, merci de suivre R7. Je vais donc vous inviter à nous aider à couvrir une plus large audience en cliquant sur le petit pouce en l'air juste en bas de cette vidéo, s'il vous plaît. Des gestes qui nous aident évidemment à parfaire notre référencement. Partagez autant de fois que vous le pourriez cette interview qui portera sur une question crucial pour le Congo-Brazzaville. Je suis en compagnie de Clément Mirassam pour tenter de décrypter la crise née de la vente des terres arables du Congo-Brazzaville au Rwanda, crise qui menace désormais la sécurité et la souveraineté du Congo, crise pour laquelle, curieusement, le régime de Brazzaville, incarné par Denis Sassou Nguesso et le Parti congolais du travail, le PCT, semble jouer à la politique de l'Autriche. Bonjour, Clément Mirassam. Merci bien. Bonjour, Christian. Merci pour cette opportunité que tu m'offres de m'exprimer encore sur Télé R7. Merci Clément Birassa. Je rappelle à ceux qui vous découvrent aujourd'hui que vous êtes ancien ministre congolais du développement industriel, ancien ministre du commerce, président du Parti social-démocrate congolais, le PSDC. Avant de commencer notre émission, je vais vous inviter à suivre ce reportage réalisé par TV5 et je voudrais évidemment recueillir votre attention particulière sur les propos de Willy Misiki, ancien ministre de l'énergie de la République démocratique du Congo et député de la majorité présidentielle en RDC. C'est vers la fin du reportage. Suivez. À Brazzaville, ce n'est pas la première fois que le courant ne passe pas. Mais ces derniers jours, les coupures d'électricité se multiplient. Ce qui nuit gravement à l'activité d'Armel, par exemple. Ce jeune entrepreneur propose des services informatiques, d'impression et de photocopie. On a l'électricité parfois le matin, parfois jusqu'à 12h, 13h, il y a coupure et jusqu'au soir. Souvent, vraiment, ça nous pénalise. Surtout qu'on n'a pas prévu d'avoir un groupe électrogène. Pour l'instant, comme il n'y a pas assez de moyens, mais vraiment, c'est pas bon pour les affaires. À Brazzaville, l'électricité provient en partie de l'autre côté du fleuve Congo, de Kinshasa et de ce pays frère, la RDC, qui fournit du courant grâce à ses barrages et ses centrales hydroélectriques. Les opérations de maintenance, les problèmes techniques et les retards de paiement ont déjà provoqué par le passé des perturbations. Mais depuis que la République du Congo a décidé de concéder au Rwanda plus de 22 000 hectares de terres agricoles, ces coupures de courant prennent une toute autre dimension aux yeux de la société civile congolaise. Donner les terres aux Rwandais, c'est soutenir le Rwanda. Et en représailles, vous pensez que la RDC pouvait faire quoi? Ce sont des actions de représailles. Le Congo doit faire rétropédalage. Le Congo devrait rompre les accords avec le Rwanda pour essayer un peu de décrisper la situation entre les deux pays. De l'autre côté du fleuve, à Kinshasa, on assure que la réduction de l'approvisionnement en électricité à la République du Congo est liée à des problèmes techniques. Ça n'a rien de politique. C'est vrai nous ne voyons pas de bon œil que les Rwandais puissent acheter des terres juste en face de la ville de Kinshasa, le long du littoral du fleuve Congo. Cela nous inquiète. Le Congo-Brazzaville est souverain comme pays de donner à qui ils veulent des concessions foncières, mais cela quand même nous met en méfiance et nous avons mis tous les moyens pour surveiller ce que les Rwandais sont en train de faire de l'autre côté de la rive. Pour expliquer les coupures, l'ancien ministre de l'Énergie et des Ressources hydrauliques, aujourd'hui député membre de la majorité, rappelle les besoins plus importants en énergie de Kinshasa, qui subit elle aussi régulièrement des délestages. Dans les deux capitales les plus rapprochées du monde, les habitants partagent un même quotidien, marqué par les coupures de courant et l'incertitude. Voilà, Clément Mirassa, quel commentaire vous inspire ce reportage et particulièrement les propos tenus par l'ancien ministre de l'Énergie de la République démocratique du Congo, député de la majorité présidentielle en RDC. Moi, j'ai retenu dans ce qu'il a dit quelque chose d'extrêmement important. Il dit que le Congo-Brazzaville est un État souverain et qu'il peut mener sa politique, mais que eux, au regard de ce qui se passe avec le Rwanda, ils sont comme en train de surveiller leurs frontières pour voir ce qui se passe exactement, parce qu'il semble, d'après ce qu'ils ont perçu, que les domaines ou les zones dans lesquelles on a pu localiser où on souhaiterait faire installer les Rwandais, c'est les zones proches des frontières avec la RDC.
Et nous savons tous que la RDC a un conflit avec le Rwanda et avec le M23. Et il est tout à fait normal que ce pays se préoccupe. D'autant, je n'anticipe pas, lorsqu'on a parlé au Congo de la rencontre entre le secrétariat permanent du PCT et le gouvernement, dans le message, dans le communiqué qu'ils ont sorti, ben, ils ont fait ressortir clairement, tout comme ce ministre, la nécessité de privilégier les rapports de bon voisinage avec les pays limitrophes. Et je pense que le Congo doit intégrer dans sa vision politique et diplomatique le fait que nous devons accorder vraiment une attention toute particulière à nos relations avec les pays limitrophes, notamment la République démocratique du Congo, avec laquelle nous partageons une très, très longue frontière et avec laquelle nous avons des bons rapports historiques et séculaires que nous devons sauvegarder. Donc, je pense que je partage ces inquiétudes et ces préoccupations et je pense qu'en tant que Congolais de Brazzaville, nous devons agir pour privilégier les bons rapports de bon voisinage avec la RDC. Alors, je tenais tout de même à signaler que ce reportage arrive bien après que le Congo ait annulé un match, d'ailleurs déclaré forfait, alors que ce match devait aller se jouer à Kinshasa. Et selon certaines indiscrétions, au-delà des raisons que Brazzaville avait avancées, en réalité, c'était la crainte d'aller jouer à Kinshasa et de peur d'être évidemment voilà, prise en sandwich, comme qui dirait, de peur des représailles. Et donc là, on est en train de se rendre compte que finalement, Kinshasa ne semble plus, voilà, le député l'a dit, c'est pas de bon œil qu'il voit ce qui se passe au Congo-Brazzaville et le message a été clair. Nous suivons avec attention le développement de la situation au niveau de Brazzaville. Alors, du côté de Brazzaville, évidemment, vous l'avez rappelé tout à l'heure, le 6 juin dernier, a eu en fait une concertation PCT gouvernement où tout le monde a entendu dire que pour Pierre Ngolo, il fallait privilégier les rapports de bon voisinage. Et tous les Congolais de Brazzaville, bien entendu, étaient contents de savoir que finalement, le PCT, Pierre Ngolo, ce n'est pas n'importe qui, c'est quand même le président du Sénat et c'est un membre du bureau politique du Parti congolais du travail. Et là, les Congolais étaient contents, disais-je tout à l'heure, de savoir que finalement, le PCT venait de trancher sur ces accords. Mais tout le monde a été surpris, curieusement, 24 heures seulement après, du revirement du Parti congolais du travail qui, au sortir bien entendu de leur réunion du bureau politique, a finalement affiché son soutien à ces accords controversés. Divers facteurs, notamment externes, ont parasité la noble ambition du gouvernement de promouvoir les investissements directs étrangers pour le développement de l'agriculture dans notre pays. C'est dans ce climat que sont aujourd'hui travestis la pertinence et le contenu des autorisations d'exploitation de terres. Les terres congolaises n'ont été ni vendues, ni cédées à aucun pays. Quelle analyse faites-vous donc de ce revirement? Et qu'est-ce qui a dû provoquer cela? Pourquoi on refuse de voir le danger en face? Christian, il y a une chose qui est très claire, et il faut que nous le disons et que nous le répétons. Les Congolais disent non à la vente ou à la cession des terres, y compris sous la forme déguisée que le gouvernement veut utiliser, en utilisant les baux amphithéotiques, en utilisant. Donc, dans la question que tu viens de poser, il y a trois aspects qu'il faut dissocier. Il y a le premier aspect qui a réconforté les Congolais, qui est la déclaration du président du Sénat lors de l'ouverture de la dernière session du Sénat. Et au cours de cela, le président du Sénat a interpellé le gouvernement en leur demandant de communiquer sur le problème des terres en tenant compte de l'opinion des citoyens congolais. Le Sénat demande au gouvernement de bien communiquer sur ce dossier en faisant une bonne exploitation des réflexions des citoyens. Et cette opinion, elle est connue. Les citoyens ont dit non.
Ce que les citoyens ne comprennent pas, c'est que le gouvernement veut en imposer aux Congolais. C'est-à-dire que le gouvernement se rend compte que les Congolais n'en veulent pas et eux, ils tiennent absolument à en imposer. Et c'est là où j'en viens à la réunion entre le secrétariat permanent du PCT et le gouvernement, parce que beaucoup de choses n'ont pas été dites, Christian. Dieu merci, vous nous aidez avec les réseaux sociaux. Et moi, je suis tombé sur une publication faite à travers sur ces réseaux sociaux qui fait apparaître clairement, Christian, que cette réunion a été houleuse et a permis aux Congolais de découvrir beaucoup de choses. Au-delà de la manière dont le communiqué final a été rendu. Et moi, je vais me référer à cette publication pour que les Congolais comprennent un certain nombre de choses. Le compatriote qui a publié dit que cette réunion a été houleuse et s'agissant des accords signés entre le Congo et le Rwanda, le secrétariat permanent du PCT a demandé au Premier ministre de lui présenter les vrais accords signés entre le Congo et le Rwanda et pas les textes falsifiés ou modifiés qui ont été présentés aux évêques. Pendant que vous le dites, est-ce que cela veut dire que le Parti congolais du travail, jusqu'à ce jour-là de la concertation, n'avait pas encore connaissance de ces accords? C'est ce que ça veut dire. Mais j'en viens. Et ça a donné lieu à des insultes, à des injures entre eux. Il y en a même qui ont été très durs à l'endroit du Premier ministre. Je vous lis un passage de cette publication. Vous nous prenez pour des enfants ou encore pour ces évêques que vous aviez trompés avec ce bidon protocole d'accord? Monsieur le Premier ministre, vous voyez bien la question. Et ce n'est pas tout. Et le Premier ministre a réagi. C'est là où je dis, et j'ai toujours dit, qu'il y avait un agenda caché dans cette affaire. Et en guise de réponse, et fâché, le Premier ministre dit, alors, si je suis une marionnette, interpellez donc Denis Christel Sassou Nguesso. Il est bien membre de ce bureau politique, non? Demandez-lui les vrais accords. C'est lui qui les garde chez lui. Vous êtes incapable de l'interpeller et c'est moi que vous voulez menacer. Non, je ne l'accepterai jamais. Alors ça, c'est la goutte d'eau qui a débordé le vase. Ça veut dire quoi? Je suis désolé de vous arrêter à tout moment, Clément, c'est pour que nos téléspectateurs aussi comprennent. Donc, ça veut dire la réaction du Premier ministre Anatole Koliné-Makosso veut également dire que même lui ne dispose pas de ces accords. C'est ce que ça veut dire, simplement. En termes clairs, c'est Denis Christel Sassou Nguesso qui détient les accords. Le Premier ministre ne les détient pas. Et il fait une communication sans détenir les accords. Vous voyez bien à quel point le peuple congolais est ridiculisé. Et on vient dire, on a fait ceci, on a fait ceci. Maintenant, le problème est profond, Christian. Et il faut que les Congolais en prennent conscience. En vertu de quoi, depuis novembre 2021, en vertu de quoi, depuis avril 2022, Denis Christel Sassou Nguesso peut signer, peut détenir par devers lui. Sinon, je dirais même pas détenir, confisquer par devers lui. Des documents qui ont été signés au nom du Congo pour que le 6 juin 2024, au cours de la rencontre entre le secrétariat permanent du PCT et le gouvernement, que l'on se rende compte que le Parlement n'a pas ses accords, ce qui est extrêmement grave, puisque vous savez que l'article 217 est clair. Le président de la République négocie, signe et ratifie les accords, mais la ratification n'intervient qu'après l'autorisation du Parlement. Et depuis 2021, 2022, pas de 2021, surtout pour l'accord de coopération militaire et technique, et surtout pour l'accord en matière de coopération foncière, et depuis avril 2022 pour, par exemple, l'accord cadre, mais le Parlement ne les a pas. Et Christian, je dis à plusieurs émissions qu'on a faites avec toi, mais que l'accord militaire et technique a été inscrit 2 fois
de la même façon que l'accord cadre de partenariat économique, de promotion et de protection des investissements, inscrit 2 fois à l'ordre du jour du Parlement, et 2 fois ça n'a pas été discuté parce que les parlementaires, le Parlement ne les a pas. Les responsables de la Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Est-ce parce que Denis Christel Sassou Nguesso n'a pas voulu venir débattre de ces accords devant le Parlement, ou simplement parce que le Parlement peut-être ne voulait pas ou manquait, j'allais dire, du temps? Ça peut arriver. Est-ce que Denis Christel Sassou Nguesso avait accepté et d'accord pour qu'on en parle à l'Assemblée d'abord? Mais Denis Christel Sassou Nguesso est qui? C'est la question que j'allais vous poser tout à l'heure. La question que je me pose, c'est celle-là. Denis Christel Sassou Nguesso est qui pour se situer au-dessus des institutions de la République? On ne peut pas ridiculiser le pays à ce point. Et c'est la question que moi, j'allais vous poser tout à l'heure, Clément. Et je tiens à rappeler, oui. Christian, la situation est d'autant plus dramatique que tous les Congolais savent que Denis Christel Sassou Nguesso est baigné dans de nombreux scandales économiques et financiers. Je peux parler des Panama Papers, je peux parler de l'appartement. La villa de Miami, et dernièrement, on a parlé de Dubaï. Donc, il faut que cette question soit posée clairement. Mais à qui on doit la poser? On doit la poser à M. Denis Sassou Nguesso, qu'il nous dise exactement quelle est la position de son fils, qu'il a nommé ministre de la coopération internationale et du partenariat public. En quoi? En quelle qualité? Quelles sont les prérogatives? Sont-elles constitutionnelles ou familiales ou pianiques? Et ça, les Congolais ne l'acceptent pas. Les Congolais ne le tolèrent pas. Déjà que le président... Mais c'est la question que tous les Congolais se posent depuis, évidemment, cette rencontre. Qui est-il? Il n'est ni président de la République, ni Premier ministre. Sous qui répond-il? Il est sous qui concrètement pour ne pas finalement aujourd'hui se présenter par exemple à une réunion comme celle-là où il peut aller signer des accords de manière délibérée et ne pas les présenter au Parlement congolais? C'est la question que tout le monde se pose. Serait-il devenu le président de la République? Peut-être. Je n'en sais rien, Mais la question est là justement, Christian, parce qu'à travers les réseaux sociaux, à travers les audios qu'on a suivis, tout ça, figurez-vous qu'à la réunion du secrétariat permanent du Parti congolais du travail, où on a demandé à certains membres du bureau politique d'être présents, dont Denis Christel Sassou Nguesso, à travers les réseaux sociaux, on a vu que M. Denis Christel Sassou Nguesso s'est fait représenter par son directeur de cabinet, qui, je crois savoir, n'est pas membre du bureau politique du Parti congolais. Je ne sais pas. Clément Mirassa, est-ce qu'on est dans une situation où finalement le Parti congolais du travail, comme qui dirait, a créé un monstre qui l'échappe désormais? mais ça, il faut se référer à la réaction du Premier ministre. Puisque le Premier ministre interroge, mais pourquoi vous me menacez? Pourquoi vous n'interpellez pas M. Denis Christel Sassou Nguesso, qui est membre du bureau politique? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, y compris le Premier ministre lui-même, qui a choisi de faire la communication sans avoir les documents, et les autres institutions, les contre-pouvoirs, comme l'Assemblée et le Sénat, mais ils sont incapables depuis novembre 2021, depuis qu'il y a ces débats au niveau du pays, d'interpeller M. Denis Christel Sassou Nguesso pour qu'il vienne s'expliquer. Mais la seule personne qui reste, posons la question au président de la République, Denis Sassou Nguesso. Est-ce qu'il y a une constitution qui a été adoptée dans ce pays qui fait que le fils du président a des pouvoirs et des prérogatives qui le placent au-dessus des institutions du pays? C'est quoi exactement la situation? Donc, oui, évidemment, le Parti congolais du travail, Clément Mirassa, devrait se prononcer sur cette question pour qu'ils disent aux gens finalement si ce parti existe encore ou bien, voilà, désormais c'est probablement Denis Christel Sassou Nguesso qui est à la tête de ce parti, parce que ce qu'on ne comprend pas, il y a eu cet échange dont vous faisiez état tout à l'heure plutôt, et 24 heures après, tout le monde a senti, a vu comment le PCT a fait un rétropédalage qui a surpris tout le monde. Et là, la question était de savoir qui a dû influencer
le bureau politique pour qu'il fasse marche arrière? Est-ce que c'est Denis Christelle Sassou Nguesso ou c'est Denis Sassou Nguesso lui-même qui a intimé l'ordre pour leur demander, ben écoutez, voilà, faites marche arrière, même si vous n'en savez rien. Mais là, la question qui s'impose, c'est que finalement, le Parti congolais du travail peut accepter, exposer le Congo-Brazzaville et toute la population congolaise. Alors, si c'est dans ces accords, il est dit qu'après exécution, nous allons prendre tout le pays en otage, ou nous allons en faire un Rwanda 2, ça, ils ne le savent pas, mais ils viennent quand même en public soutenir ces accords. Là, ça pose problème. Christian, j'ai souvent dit aux Congolais, le pays va mal, très mal. Et aujourd'hui, quand on fait un retour en arrière, les Congolais doivent comprendre pourquoi en 2015, on a changé la Constitution. Et ceux qui ont suivi cette démarche comme des moutons de pâturage, ils se rendent compte qu'ils ont été pris dans un piège. Maintenant, je reviens aux commentaires que tu as fait. Christian, c'est le 6 juin que le secrétariat permanent du Parti congolais du travail a rencontré le gouvernement et qu'il y a eu la réunion houleuse qu'on essaie d'évoquer, au cours de laquelle on a cru faire un communiqué pour atténuer la situation. Les Congolais semblaient être apaisés quand ils ont entendu parler qu'on voulait privilégier les rapports de bon voisinage. D'accord. Mais après, le bureau politique s'est réuni le 8 juin. En fait, je ne parlerai pas de rétropédalage, parce que, en fait, le secrétariat permanent prépare les réunions du bureau politique. Donc, en fait, l'instance décisionnelle, c'est le bureau politique, ce n'est pas le secrétariat permanent. Donc, en fait, c'est au niveau du bureau politique. Mais ce qui est surprenant, Christian, c'est quoi? Mais quand ils arrivent au bureau politique, le problème de la confiscation des accords ne se pose plus. Donc, tout le monde se tait. Ça veut dire que pour les Congolais doivent comprendre que jusqu'à aujourd'hui, Denis Christelle Sassou Nguesso est le seul à détenir ces accords. Mais Denis Christelle Sassou Nguesso détient ces accords. Pourquoi? Mais pour un aspect que je vous ai souvent évoqué. C'est M. Denis Sassou Nguesso qui est président du Parti congolais du travail. Donc, il y a quelque chose qui ne marche pas. Alors, au lieu de poser la question, au PCT, posons directement la question au président de la République. Parce que M. Denis Sassou Nguesso a prêté le serment de respecter et de faire respecter la Constitution. Et en ce qui concerne la Constitution, l'article 217 est clair. Le président de la République négocie, signe et ratifie les accords et les traités internationaux. La ratification n'intervient qu'après l'autorisation du Parlement. Tout cette affaire de Denis Christelle Sassou Nguesso qui confisque les accords. Oui, mais Clément, moi je l'entends très bien, Clément Mirassa, mais le Parti congolais du travail, c'est un parti politique. Et Denis Sassou Nguesso, à lui seul, ne peut pas représenter le parti. C'est là où il y a tout le problème. Et donc, on est en train de comprendre que Denis Sassou Nguesso gère finalement le pays à sa guise. Il fait ce qu'il veut. Et nous retrouvons aujourd'hui dans cette situation sérieuse et grave où Denis Sassou Nguesso, encore qu'on parle de Denis Christelle Sassou Nguesso, mais qui dit Denis Christelle Sassou Nguesso dit Denis Sassou Nguesso, donc son père. Ça veut dire que Denis Christelle Sassou Nguesso est allé signer ses accords avec l'aval de son père. Et c'est là où ça ne marche pas. Non, il ne pouvait signer ses accords qu'avec les pleins pouvoirs. Et les pleins pouvoirs lui ont été donnés par le président de la République. Mais n'oublions pas que Denis Christelle Sassou Nguesso est ministre dans le gouvernement de Colline Makosso, qui est le premier ministre et chef du gouvernement. Comment peut-on expliquer qu'un ministre peut détenir des documents aujourd'hui sans que son chef, le premier ministre, ne puisse être en possession de ces documents? Comme tu venais de le dire, c'est une situation extrêmement grave. Mais le PCT lui-même, Christian,
Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Le PCT n'est pas en conformité avec la loi. Le président de la République est en situation délicate et manifeste d'incompatibilité constitutionnelle. Et c'est pour ça que nous interpellons les Congolais, pour qu'ils prennent véritablement conscience de la situation réelle dans laquelle le pays est plongé aujourd'hui. Maintenant, Christian, je peux te poser une question. Les responsables du PCT n'ont jamais eu les documents. En vertu de quoi ils peuvent... Le gouvernement n'a jamais eu les documents. En vertu de quoi ils peuvent venir dire qu'on n'a pas vendu les terres. Alors que nous savons que le 27 juillet 2021, l'ambassadeur du Rwanda a rencontré M. Pierre Mabiala pour demander des actes fonciers sur les terres que le gouvernement congolais lui avait. Oui, tout à fait. Évidemment, au centre de leur entretien, c'était l'acquisition des titres fonciers. Et vous l'avez dit tout à l'heure, le PCT n'a jamais pris connaissance de ces accords, mais peut afficher finalement son soutien au gouvernement, notamment pour ces accords. On est là dans un cas de figure où le PCT, où ben voilà, c'est peut-être pas trop élégant de le dire, mais c'est du mensonge et honté. C'est-à-dire, on vient en public, à la télé, avec toute légèreté, on peut venir mentir à une population et être tranquille. Voilà, c'est ce qui se passe concrètement. Mais sinon, la question qu'on va se poser également, c'est de savoir, finalement, Anatole Koliné-Makosso, qui a commencé, qui a tenté même d'aller sur le terrain pour aller distraire les paysans, c'était mais vraiment de la comédie, parce que on se rend bien compte que lui-même également ne connaît même pas le contenu de ces accords, mais il se permet tout de même d'aller devant les Congolais pour se mettre à expliquer on ne sait quoi, et là on l'a senti parce qu'après il se contredit tout le temps. À un moment donné, il parle devant les caméras ou devant les journalistes, il avait parlé en fait il parle d'un décret d'autorisation expresse d'occuper des réserves foncières de l'État pour une durée de 20 ans. Je propose d'ailleurs à nos téléspectateurs de réécouter parce que finalement, c'est toujours mieux de donner des preuves. On va suivre donc cette déclaration d'Anatole Koliné-Makosso devant la presse. J'ai un décret 2022-258 du 18 mai 2022 portant autorisation expresse d'occuper une réserve foncière. Autorisation expresse d'occuper une réserve foncière de l'État par la société Elevego Congo SAS dans le range de Massangi, district de Yamba. Il s'agit de 11 084 hectares pour une durée d'autorisation express d'occuper qui est de 20 ans, durée qui peut être prolongée dans les mêmes conditions. L'autorisation express d'occuper prend fin à l'expiration des 20 ans visés à l'article 3 du présent décret. Voilà. Après avoir dit cela devant la presse, sur le terrain, le même Anatole Koliné-Makosso s'embrouille lui-même. Il parle soit d'autorisation provisoire et à un moment donné, il revient sur l'autorisation express d'occuper les réserves foncières, mais la durée serait désormais de 2 ans. Écoutez ce qu'il raconte. Et nous sommes arrivés ici, sur le site de Massangi, où le gouvernement avait accordé une autorisation express d'occuper. Le ministre de la Communication a eu le temps d'expliquer ces concepts dans les détails. Autorisation provisoire d'occuper, durée 2 ans. Le temps que le bénéficiaire de cette autorisation fasse ses études de sol, son étude d'impact environnemental et social, essaie de réunir les conditions et capacités pour réaliser son projet. Et le temps que l'État aussi, de son côté, fasse l'enquête de moralité pour savoir si le bénéficiaire de cette autorisation provisoire a les capacités nécessaires, la moralité nécessaire pour réaliser le projet. Ça prend 2 ans. Au bout de 2 ans, les bénéficiaires peuvent venir pour dire « Nous, les études n'ont pas été concluantes. Nous ne pouvons plus continuer. » Alors, je ne sais pas de quoi nous avons parlé pendant 2 mois, en train de nous chamailler. Je ne comprends absolument rien jusqu'aujourd'hui. Nous sommes arrivés ici, où la société avait déjà une autorisation express. Vous avez écouté les amis qui travaillent sur le site. Ils sont près de 110. Il y a 3 ressortissants rwandais. Bon, voilà, finalement, il n'y a pas du sérieux, comme qui dirait, quand c'est pas clair, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup derrière. Le loup, il est où concrètement, en fait, selon vous?
Mais le loup, il est au Rwanda. Je vais vous Il montrer faut aller une le image. chercher là-bas alors. Je vais vous montrer une image qui m'a souvent frappé. J'ai essayé de l'évoquer tout à l'heure et une fois, ça n'apparaissait pas clairement. Regardez cette image. Oui, je vois Paul Kagame et puis Denis Christel Sassou Nguesso à côté, oui. Et quel est le commentaire qui est dit? Parce que ça s'est passé en avril 2022, après que le président Kagame ait effectué sa visite d'État au niveau du Congo. Et il est dit que Denis Christel Sassou Nguesso a été reçu en audience ce jeudi 28 avril 2022. Les accords avaient été signés le 12 avril 2022 et le jeudi 28 avril 2022, c'est-à-dire 2 semaines après, Denis Christel Sassou Nguesso a été reçu en audience au village Urugwiru, je crois, par le président rwandais Paul Kagame pour faire avancer toutes les facettes des accords Congo-Rwanda signés récemment à Brazzaville. Donc, vous voyez qu'après les accords signés, ce n'est pas au Parlement congolais qu'on se présente pour présenter les accords et voir comment ils doivent avancer. Parce qu'après qu'ils aient été signés, selon moi, l'étape qui suit, c'est les dépôts au Parlement pour rechercher l'autorisation du Parlement. Mais on est plutôt parti faire le point au Rwanda chez le président Paul. Et quand vous me dites le loup, le loup, c'est... D'ailleurs, vous le constatez, vous savez que le gouvernement est déstabilisé parce que cette rencontre du 27 juillet 2021 entre Pierre Mabiala et l'ambassadeur, ils ne veulent pas du tout en parler. Et pourtant, Pierre Mabiala a dit quelque chose de suffisamment clair. Il a assuré de son entier engagement à faire obtenir les titres fonciers dans les brefs délais. Et maintenant, il nous demande, nous, Congolais, d'apporter les preuves que ces décrets ont été signés, alors qu'il fait partie d'un gouvernement qui cache les décrets. Et je vais lui donner, j'ai déjà donné à Thierry Mungala la référence d'un décret. Qu'on prenne le décret 2012-1307 du 3 octobre 2012, qui concerne les conditions de rémunération et les avantages des ministres. Christian, ce décret n'est jamais apparu au journal officiel. Je peux prendre un autre texte que j'ai sous les yeux pour montrer ce qui se passe en termes de gouvernance au Congo. Ici, j'ai un arrêté signé par le ministre Mboulou, l'arrêté 13 205 du 21 octobre 2020 portant publication de la liste des partis politiques pour l'année 2020. Le PCT qui n'est pas en conformité avec la loi figure en premier sur cette liste. Ça veut dire que le faux, la falsification, avec cette gouvernance, ce n'est pas quelque chose de surprenant. Et c'est ce que nous vivons. Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation dans laquelle nous devons sortir. Il faut qu'on fasse la limite. Clément Birassa, en fonction de ce que vous venez de dire tout à l'heure, il faut qu'on se pose quand même une question. Quelqu'un disait sur ce même plateau d'ailleurs, c'est le professeur Félix Bankunda-Mpele qui disait Denis Sassou Nguesso n'a jamais respecté la loi, ne respecte jamais la loi, ne respecte jamais les constitutions. Nous savons qu'en 2015, on a imposé une constitution au prix d'ailleurs du sang, paix à leurs âmes, hein, de ceux qui ont perdu la vie au cours de ces événements. Et curieusement, aujourd'hui, on se rend compte, et vous l'avez dit, on marche sur cette même constitution. Personne ne veut la respecter. Et moi, ma question de savoir, est-ce que le Congo n'a pas plusieurs constitutions? Est-ce que Denis Sassou Nguesso n'a pas une autre constitution à lui seul, qu'il respecte, ou je ne sais pas comment dire ça, mais où c'est nous qui ignorons aujourd'hui le vrai statut du Congo-Brazzaville? Est-ce que c'est toujours une république, un État? Ou peut-être c'est devenu un royaume, ou je ne sais pas moi, un empire? Finalement, au regard de tout ce qui est en train de se passer maintenant sous nos yeux, nous sommes en train de voir ce qui se passe au Congo. Parce que là, même le PCT en tant que parti s'efface finalement. Il faut qu'on comprenne le vrai statut du Congo-Brazzaville aujourd'hui, c'est quoi concrètement lorsqu'on envoie des étrangers, j'allais dire une conseillère étrangère, une conseillère rwandaise, aller représenter le Congo à l'extérieur, seule.
On est dans quel état maintenant? Qu'est-ce que cela vous Mais, inspire? C'est vrai que ça peut faire rire, mais c'est sérieux ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, monsieur Clément Mirassa. oui, 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 Christian. Le pays en J'en souris perdition, un là. peu. J'en souris un peu. Parce qu'il faut véritablement que les Congolais en prennent conscience. Aujourd'hui, les Congolais sont en train de découvrir les vraies raisons du changement de constitution en 2015. Je parlerai pratiquement d'un statut particulier. Si nous devions parler de droit, Christian, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, n'est pas en conformité avec la loi depuis 2002. Et en 2015, nous avons franchi une nouvelle étape en changeant de constitution. Nous avons violé et l'acte constitutif et la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Ça veut dire que ici, la loi, c'est la volonté du président Denis Sassou Nguesso. Et Oui, ça mais pendant que continue. vous dites ça, Et, l'illustration, c'est ce qui venait de se passer avec le Parti congolais du travail. Un soir, on dit privilégions les rapports de bon voisinage. Et un autre matin, on vient, on dit non, ben écoutez, pour les raisons de nous soutenons. Ça veut dire qu'il y a eu pression quelque part et il y a un monsieur qui gouverne, mais de manière totalitaire. C'est lui qui dicte tout ce qu'il faut faire. C'est ce que nous constatons là, donc, c'est sous nos yeux, là. la question qu'il faut poser aux Congolais, parce qu'ils ont commencé à s'exprimer, surtout au sein du Parti congolais du travail, pour dire qu'en 2026, c'est Denis Sassou Nguesso qui doit être candidat. Mais on ne peut pas prendre conscience de ça et ne même pas agir pour l'alternance au sein du Parti congolais du travail. Un parti qui est resté au pouvoir pendant 40 ans et qui est incapable de former beaucoup de personnalités présidentielles. On n'en est pas là. Mais si on revient au débat, Christian, si on revient au débat, on se rend compte que le régime a instauré la peur qui touche non seulement les institutions, mais y compris les personnalités et les responsables du Parti congolais du travail. Et tout Mais le est-ce monde a que, perdu sa vie. pardon, Clément Mirassa, est-ce que c'est ce qui fait que, comme vous avez dit, la peur touche tout le monde, ce qui fait que Pierre Mabiala, ministre des Affaires foncières et du domaine public, conscient que même lui aussi n'a jamais vu ces accords-là, peut se présenter devant les sages et les notables, entre guillemets, je ne sais pas où est-ce qu'on est allé les chercher, pour leur dire, ben non, on n'a jamais vendu les terres, on n'a jamais cédé les terres, alors que nous avons d'ailleurs un décret qui cède, je crois, à un franc symbolique, les terres 11 000 hectares à la société Mali Développement. Ils l'ont déjà fait. Et moi, je me disais, est-ce qu'ils n'ont pas procédé de la même manière avec le Rwanda? Mais je vais donc proposer cet extrait, disons, sur portage, sinon les propos tenus par Pierre Mabiala devant les sages et les notables du Congo. On va le suivre et on revient sur le plateau. L'État n'a jamais vendu ces terres, ni les terres rurales, ni les terres coutumières. On n'a pas entendu un seul Congolais d'une famille terrienne dire voilà, on a vendu nos terres. Et sur ce cadre, c'est tellement que pour louer le gouvernement congolais, eh bien, je demande humblement à tous ceux qui soutiennent cette thèse de la vente des terres congolaises de nous produire les actes de vente. Clément Mirassa, pour Pierre Mabiala, ils n'ont jamais vendu les terres, ils n'ont jamais cédé les terres, tout ça c'est du mensonge, et puis bon voilà, tralala, tout ce qu'il a eu à raconter, en fait, quand il dit ça, je sais que il y a des gens qui sont ciblés comme vous, des opposants, qui vous opposez évidemment à ces accords-là. Lorsqu'il a dit ça, et puis il dit, il vous demande d'apporter des preuves. Est-ce que c'est la peur qui l'anime, ou bien il est conscient de ce qu'il est en train de dire? Non, je vais vous expliquer la mission que Pierre Mabiala a eue. Parce que, Christian, regarde bien, il y a combien de membres du gouvernement qui interviennent dans cette affaire? Il y a Thierry Mungala,
il y a Pierre Mabiala et il y a Koliné Makosso. Le gouvernement compte 38 ministres. Et les accords qui ont été signés touchent des domaines divers, y compris la défense et la sécurité. Oui, presque tous les domaines. En fait, la mission de ces trois personnalités du gouvernement, c'est-à-dire Pierre Mabiala, Koliné Makosso, c'est d'endormir les Congolais pour imposer, faire accepter par les Congolais l'inacceptable. Christian, tout à l'heure, tu as fait passer un élément où on a vu un de nos frères de la RDC s'exprimer. Mais la signification des accords et ce qu'ils défendent, à savoir laisser, c'est des baux, c'est des autorisations expresses d'occuper. Ça veut dire quoi, Christian, quand on analyse profondément en termes à la fois politiques et économiques? Mais c'est un soutien tacite que nous apportons à Paul Kagame pour qu'il ait les moyens de faire la guerre à l'est de la République du Congo. Crystal Venture, qui est le bras financier du FPR, le parti de Kagame, a la mission de rechercher les moyens pour permettre au Rwanda de faire la guerre à l'est de la République du Congo. Et quand nous le faisons, Koliné Makosso, Pierre Mabiala et Thierry Mungala ne le disent pas. La raison essentielle, c'est doter le Rwanda des moyens financiers qui lui permettent de faire la guerre et qui lui permettent de continuer à faire les massacres qu'ils font à l'est de la RDC. Est-ce que nous pouvons soutenir ça? Nous avons posé des questions, Christian. Il y a un certain nombre de questions. D'abord, s'agissant de Pierre Mabiala, puisque vous parlez de lui. Christian, les Congolais ne trouvent pas curieux que ni Pierre Mabiala, ni Thierry Mungala, ni Koliné Makosso ne parlent de la rencontre entre l'ambassadeur rwandais et Pierre Mabiala. L'ambassadeur rwandais n'est pas venu demander des terres. L'ambassadeur rwandais est venu demander les titres fonciers pour les terres que le gouvernement congolais a offertes à l'État rwandais dans le cadre de la coopération sud-sud. Donc, quand vous voyez bien que cette démarche, mais c'est Pierre Mabiala qui doit nous expliquer, puisqu'il a pris l'engagement d'obtenir... Évidemment, pendant que vous le dites, pour nos téléspectateurs, j'aime bien toujours reprendre un certain nombre de choses. C'est que vous parlez de la rencontre Pierre Mabiala et Théoneste Mutsindashaka, en fait, qui est l'ambassadeur du Rwanda au Congo, qui est allé rencontrer Pierre Mabiala. C'était, je crois, le 27 juillet 2021 pour obtenir les titres fonciers. La vérité, c'est ça. Jusqu'aujourd'hui, cette information existe encore sur le site officiel du Rwanda. Vous pouvez retrouver cette information. Et donc, en fait, Théoneste Mutsindashaka est allé voir Pierre Mabiala pour régulariser la situation. Cela veut dire que les transactions avaient eu lieu bien avant, les terres avaient été vendues ou cédées bien avant. Et pour l'ambassadeur, question d'avoir une garantie, évidemment, de ce qu'on leur avait donné, que le Congo a donné au Rwanda. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'ambassadeur qui le dit. Et d'ailleurs, ça a été confirmé dans le reportage où les Rwandais disent ils ont désormais 980 km² de terres arables au Congo-Brazzaville qui leur appartiennent désormais. Les entrepreneurs et autres membres du secteur privé du Rwanda ont visité récemment les terres que le Congo-Brazzaville a offertes au Rwanda, des terres plus grandes que la ville de Kigali pour être exploitées. Après cette visite, ils ont décidé d'en faire bon usage en investissant dans des activités agricoles qui incluent l'élevage en prenant note de la fertilité de ces terres. Patrick Nividandine en fait le point. Entre le 4 et le 8 mars de cette année, certains membres du secteur privé du Rwanda ont visité le Congo-Brazzaville et ont découvert les 2 terrains qui appartiennent désormais au Rwanda avec une superficie combinée de 980 km². Et donc, l'ambassadeur est allé voir, disais-je tout à l'heure, Pierre Mabiala pour régulariser la situation. Ça veut dire que toutes les transactions avaient déjà eu lieu. Les terres avaient été cédées, tout était déjà fait, et pour les raisons de garantie, l'ambassadeur est allé voir Pierre Mabiala pour la régularisation, donc obtenir les titres fonciers. C'est un diplomate qui parle. Il faut qu'on répète ça, c'est un diplomate qui parle. Jusqu'à preuve du contraire,
tant que Pierre Mabiala ne nous dira jamais le contraire de ce que Théoneste a dit, tant que Thierry Mungala n'ira pas voir la télévision rwandaise pour leur demander de rectifier le reportage, parce qu'ils estiment que ça a été une erreur, tant que le Premier ministre congolais Anatole Koliné Makosso ne rassurera pas les Congolais que tout ce que les Rwandais disent c'est faux, alors qu'ils arrêtent donc de distraire les Congolais. Christian, moi je trouve que le gouvernement est en train de nous divertir. Tu as évoqué un certain nombre d'éléments relatifs à 980 km², c'est-à-dire 98 000 hectares. Mais ça n'apparaît dans aucun document que Denis Christel Sassou Nguesso nous a présenté. Mais ce qui est formidable, c'est que les Rwandais disent qu'une mission des hommes, des membres du secteur privé est venue à Brazzaville du 4 au 8 mars. C'est précis. Et ils ont même dans leur sensibilisation, eux, ils n'en parlent pas. Parce que j'ai vu Pierre Mabiala n'en parle pas aux sages et aux notables. Anatole Koliné non plus ne parle jamais de 980 km² comme Thierry Mungala. Tout ce monde-là, quand ils arrivent devant les médias, ils font jamais état de cela. Pourquoi? Mais parce que s'ils en parlent, ils sont pris en flagrant délit, on doit les traduire en justice pour haute trahison. Mais il faut que les Congolais le sachent. Le fond du problème dans tout ça, c'est que les gouvernants, que ce soit le président de la République, le Premier ministre, Denis Christel Sassou Nguesso, Pierre Mabiala, Thierry Mungala, Anatole Koliné Makosso, ils se rendent compte que si on établit véritablement qu'il y a les documents qui disent ça, mais c'est la haute trahison. C'est la haute trahison. Parce que ça se sera même fait en violation flagrante de l'article 219 de la Constitution, qui dit clairement que nulle cession, nul échange, nulle adjonction du territoire national n'est valable sans le consentement du peuple appelé à se prononcer par voie de référendum. Donc, en fait, ils sont en train de divertir et de vouloir endormir les Congolais, mais nous disons aux Congolais, aussi longtemps que ces gens-là n'auront pas eu le courage de faire un démenti officiel sur les informations relatives à la rencontre de l'ambassadeur et à la vidéo qui est passée sur la chaîne de télévision rwandaise, les Congolais doivent se dire que nos terres ont été cédées. Il y a un agenda caché. Je soupçonne même qu'il y a dû avoir des transactions financières là-dedans et n'y entrons pas. Maintenant, Christian, ce qui est grave, et ce qui doit retenir notre attention, sur quoi nous pouvons agir et appeler à l'action, c'est la détention, je ne parlerai même pas de la détention, c'est la confiscation de ces accords par Denis Christel Sassou Nguesso, comme si c'était devenu son bien personnel. En qualité de quoi? En qualité de quoi? Être fils du président, ça peut permettre de faire ça. Mais dans ces pays, on a vu les fils de Massamba Deba, fils et filles de Massamba Deba, comme ils se sont comportés. On a vu comment les enfants de Yombi se sont comportés. Donc, le fait d'être fils du président ne vous donne aucun avantage particulier. Vous êtes citoyen comme tous les autres. Et si vous êtes pris en flagrant délit, si vous devez passer en justice, vous passez en justice comme tout le monde. Donc, c'est le travail que devaient faire les ONG locales du Congo, essayer de traduire, pas essayer, traduire carrément Denis Christel Sassou Nguesso en justice pour confiscation des accords vous voyez, qui concernent le Congo. Vous voyez, Christian, l'impuissance à deux niveaux. Le premier niveau, c'est l'impuissance au niveau du Parti congolais du travail. Denis Christel Sassou Nguesso est membre du bureau politique du PCT. On constate ces faits, mais ils doivent être examinés. Et le PCT doit en tirer les conséquences. Le deuxième fait plus grave, c'est au niveau du gouvernement. Koliné Makosso est Premier ministre, chef du gouvernement. Je suppose, peut-être que je me trompe, Denis Christel Sassou Nguesso est membre de son gouvernement, donc placé sous sa responsabilité. Comment Denis Christel Sassou Nguesso peut détenir des documents que son Premier ministre ne détient pas? Et qui relève de la souveraineté de l'État. Qui relève de la souveraineté, mais à qui rend-on compte? Et j'en profite pour faire un petit commentaire sur ce que tu as dit. Mais la présence de Joly ne traduit rien d'autre que tout ce scandale que nous sommes en train de vivre.
la présence de Joly au sein du dispositif politique et étatique et politique de notre pays, ça ne fait que traduire ces relations et elle joue un rôle important. Elle a joué et elle continue de jouer un rôle important dans les rapports entre le Congo. Oui, mais comment vous avez perçu ça? Parce que c'est dans un contexte de crise, mais vraiment profonde, il faut le dire, au moment où les Congolais sont vraiment braqués sur cette affaire des terres vendues au Rwanda, qu'on vient balancer un spot, disons, publicitaire sur la conseillère rwandaise de Denis Sassou Nguesso, Françoise Joly. D'ailleurs, un spot où il n'y a pas de commentaires, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle est allée chercher là-bas, parce que généralement, lorsqu'on va dans de telles missions, à la fin, on s'exprime quand même, on dit pourquoi on est allé là-bas, qu'est-ce qui s'est passé, de quoi ont-ils parlé. Ben là, ça n'a jamais été fait. Aucun Congolais ne sait pourquoi elle est allée là-bas, mais on balance quand même un spot publicitaire comme ça sur elle, filmé en gros plan avec tous les agencements qu'ils ont eu à faire, les images. Comment vous avez perçu ça? Une façon de désorienter le débat ou de confirmer carrément que malgré tout ce que vous racontez, ben écoutez, nous avons déployé notre plan et on va continuer, on ne s'arrêtera plus. Mais Christian, le message est clair. C'est vrai que nous parlons du gouvernement du peuple, etc., tout ça. Vous voyez bien que malgré le fait que et le PCT, le gouvernement, ont constaté que le peuple ne veut pas, on veut en imposer. En fait, moi, mon idée, elle est claire. Le Congo est présentement sous le parrainage du Rwanda. Et moi, je soupçonne les gouvernants congolais d'avoir établi des deals extrêmement préoccupants entre le Congo et le Rwanda, mais en défaveur des intérêts du Congo-Brazzaville. C'est pour ça que j'appelle les Congolais à être doubles. Et c'est en ça, Christian, que je me suis réjoui hier, en tant que d'abord chrétien et en tant qu'homme politique, de voir après tout le tollé qui a été suscité par la rencontre entre le gouvernement et les évêques, de suivre cette partie de la déclaration de l'archevêque de Brazzaville. Je crois que ça a été fait au cours de l'homélie, mais où il a déclaré clairement que les terres congolaises qui nous ont été léguées par nos aïeux sont invendables. Et je suis très heureux. Pendant que vous le dites, pardon, on va proposer à nos téléspectateurs cet extrait, bien sûr, d'homélie de Monseigneur Bienvenu Manamika Bafouakwaou, c'est l'archevêque de Brazzaville, et on revient sur le plateau pour le commentaire suivant. Frères et sœurs, au Congo, notre beau pays, cette sauvegarde, cette préservation de l'environnement passe par le respect des terres que Dieu nous a données. Respect des terres reçues de nos aïeux. Respect de nos terres qui sont invendables, non négociables. Respect de nos terres qu'on ne peut céder à qui que ce soit. Autrement dit, au Congo, préserver l'environnement, c'est aussi défendre nos terres, coûte que coûte, en toute confiance au Père. Voilà, Clément Birassa, Monseigneur Bienvenu Manamika Bafouakwaou. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, cette fois-ci, il n'est pas passé, comme qui dirait, sur le dos de la cuillère. Il a été direct. Les terres ne sont ni à vendre, ni à céder. Et d'ailleurs, là, on comprend très bien, il rappelle que les terres ou la terre, c'est le dernier carré de la souveraineté d'un État et qu'on ne peut pas céder ça à qui que ce soit, il a bien dit, et qu'il faut la défendre. Alors, en disant ça, nous savons également que le Congo, la population congolaise est à presque 90% chrétienne. Lorsque l'évêque a dit ça, que peut-on noter et quelle analyse cela vous impose? Bon, je ferai une analyse de chrétien. Et j'avais dit ça lorsque j'ai essayé de faire l'analyse du communiqué, en disant, nous sommes tous des pécheurs. Nous avons des obstacles sur la route que nous empruntons. Si nous tombons, ne nous décourageons pas. Prenons le courage de nous relever et de poursuivre la route. Et je suis très heureux parce que j'avais dit, en termes de message, j'avais dit aux évêques
Excellences, messieurs les évêques, reconnaissez que là, vous avez fauté. Mais comme vous savez le faire, il faut que vous trouviez une porte de sortie. Parce que la nuance qu'il faut introduire, Christian, et ça, c'est important au plan chrétien, la nuance qu'il faut introduire, que et le gouvernement et le PCT se sont rendus compte que les Congolais disent non à ces accords avec le Rwanda. D'abord, le gouvernement était incapable de répondre aux questions qui lui ont été posées. Et ensuite, le Premier ministre a fait des descentes sur le terrain, où à Madingu, par exemple, on lui a signifié clairement qu'on ne veut pas. Mais ils ont essayé de faire des montages, etc. Ils veulent en imposer. C'est un coup de force qui veut se produire. Mais sinon, dans la globalité, les Congolais, tant de l'intérieur que de l'extérieur, se sont exprimés. Ils ne veulent pas, ils demandent l'annulation totale, pure et simple des accords avec le Rwanda. Je crois que c'est clairement dit. Évidemment, c'est clair pour les Congolais qui peuvent le comprendre parce que jusque-là, ce qu'il faut dire, c'est que il y a une vraie manipulation qui se passe et d'ailleurs, même au niveau des médias, on entend ces reportages. Je ne m'en prends pas à ces journalistes parce que bon, finalement, ils font leur travail et quelquefois, ils ont des pressions de partout. Mais quand ils disent, voilà, dans un langage clair, le ministre a été clair, rien n'a été vendu. Rien n'a été cédé. Je crois que un bon journaliste, c'est celui qui va d'abord chercher à lire ces accords, à comprendre les choses, au lieu de dire ce qu'on leur fait dire. Parce que les journalistes aussi jouent un rôle important là-dedans, au point d'endormir les Congolais. Donc, quand un journaliste dit on n'a pas vendu, on n'a pas cédé, après, il faut qu'ils nous disent sur quelles preuves font-ils leur reportage. Alors, et s'ils ne savent pas que ce gouvernement, ce régime a 10 ans, le mensonge est dans l'ADN, la manipulation. Ici, je vais un peu rappeler à certains Congolais qui peut-être ont perdu cela de vue, comment le gouvernement congolais est arrivé à cacher ses dettes au Fonds monétaire international. C'est une institution internationale, une institution financière internationale. Et probablement que les gens vont comprendre la nature même de ce gouvernement. C'est dans la même veine, évidemment, on a vu l'affaire Trafigura, Glencore. Est-ce qu'il faut qu'on cite tout ça? Mais voici un reportage. Comment le Congo avait caché ses dettes. Suivez. Florence Maurice, journaliste au service Afrique. Florence, c'est vous qui avez révélé cette information. Un programme d'aide budgétaire est effectivement en discussion depuis des mois entre le Congo et le FMI. D'ailleurs, l'institution avait déjà regretté un certain manque de transparence. On va peut-être d'abord rappeler ce qui s'est passé. À quoi correspond cette dette que Brazzaville a cachée au FMI ? Bonjour à tous. Alors le FMI a en fait cherché dans deux directions. D'abord la Chine, c'est le principal prêteur du Congo, et les deux pays ont signé au moment où les cours du pétrole étaient au plus haut ce qu'ils appellent un partenariat stratégique qui prévoyait que la Chine en fait finance une vaste série de chantiers d'infrastructures au Congo et touche en échange une partie des recettes du pétrole. L'ennui, c'est que tout ça s'est fait dans la plus grande opacité, opacité sur les montants prêtés, sur la liste exacte des projets financés. Tout ça relevait du secret d'État, m'a confié une source proche du dossier. Résultat, il a fallu du temps pour que Brazzaville révèle peu à peu l'ampleur des dégâts, si on peut dire. Deuxième explication, la découverte par le FMI de contrats, ou plutôt la confirmation, parce qu'en fait, vous l'avez dit, le FMI avait des soupçons, des contrats passés entre plusieurs négociants en pétrole, Trafigura, Glencore ou Worldwide notamment, des accords de préfinancement, donc entre ces négociants en pétrole et la Société nationale du pétrole, la SNPC, qui prévoyait des prêts accordés à l'État, enfin à cette société, en échange de futures livraisons de pétrole. À chaque fois, c'est le même pétrole en fait qui est promis à différents bailleurs, aux Chinois, aux négociants, ce qui pose problème. Et c'est comme ça que le Congo, en voulant masquer sa dette ou renflouer une partie de sa dette finalement, n'a fait que l'aggraver. Alors, Clément Mirassa, on est dans la même, j'allais dire, stratégie en fait. Finalement, on se rend compte que Denis Sassou Nguesso a toujours géré les accords qui lient le Congo avec
certaines multinationales, je parle ici du pétrole, du bois, des minerais, le port en eau profonde, tout ce qui est ressources naturelles du Congo a été géré en toute opacité, ce qui fait qu'aujourd'hui, ils ont cru qu'ils pouvaient faire la même chose avec les terres ou la terre du Congo. Mais là, les Congolais disent non, on vous a laissé tout faire. Prenez le pétrole, prenez le bois, prenez les minerais, mais les terres, non, ça, on ne vous laisse pas faire. Est-ce que c'est cette même logique qu'ils ont voulu suivre, comme d'habitude, signer des accords, céder, concéder ou vendre les terres du Congo, et parce qu'ils se disaient, ben, les Congolais ne feront rien. Christian, il faut féliciter les Congolais. Et je crois que les gouvernants ont senti qu'il y a une rupture et que les Congolais ne sont plus prêts à accepter tout. Écoutez, on change la Constitution, on ne la respecte pas. Il y a des détournements, il y a la lutte de la corruption. Les gens se promènent tranquillement. Tout ça a plongé les Congolais dans la misère et dans la souffrance. Mais en plongeant les Congolais dans la misère et la souffrance, on leur a fait prendre conscience d'un certain nombre de choses. Et les Congolais doivent réaliser qu'il faut qu'ils soient vigilants, qu'il faut qu'ils soient debout. Christian, tu parlais de la dette. Ce problème a fait l'objet de débats très sérieux lors de la conférence nationale en 1991. Et la conclusion à laquelle on était arrivé, c'était que la dette constituait un obstacle qui ne permettait pas au Congo d'aller au développement. Les gouvernants, il faut le reconnaître, ils se sont battus. Nous avons malgré tout eu un statut assez curieux, pays pauvre très endetté. Nous étions très endettés, mais nous n'étions pas pauvres. Mais enfin, la communauté internationale nous a concédé ça. Oui, mais même là aussi, on a triché avec Total qui a aidé le Congo à faire des montages. Pour échapper au radar du FMI, Total a imaginé un montage offshore complexe afin de dissimuler un tel préfinancement. Et bien qu'elle s'en défende, Total est la pierre angulaire de ce montage. C'est ce que prouvent tous les documents auxquels le monde a eu accès. En résumé, voilà comment ils s'y sont pris. La multinationale basée en France a créé Montreux International Limited, une société enregistrée dans un paradis fiscal opaque, les îles Vierges britanniques. Cette société a ensuite été intégrée dans une autre structure, à Jersey, Montreux Trust. Et elle est ensuite devenue propriétaire de Likwala SA, une société congolaise. Likwala SA est en fait une sorte de coquille vide. Elle n'a pas d'employés payés, mais juste un administrateur, qui est en fait un cadre de Total. Elle n'a pas de compte en banque, elle laisse le soin à Total de gérer ses finances. C'est aussi Total qui paye les gestionnaires des sociétés offshore. C'est grâce à la société Likwala, sortie de nulle part, que Total peut monter le préfinancement pétrolier. Elle emprunte 70 millions d'euros à la BNP Paribas pour acheter une concession pétrolière au Congo-Brazzaville. Le remboursement de cette somme est garanti par la production pétrolière sur les 7 prochaines années. Et encore, ce n'est pas Likwala qui extrait le pétrole, c'est Total. Au final, Total n'a rien déboursé, le Congo récupère du cash, et tout ça s'est fait à l'insu du FMI. On a atteint le point d'achèvement de l'initiative Pays pauvres très endettés en 2010. Ça veut dire que notre dette a été réduite à près de 25% du produit intérieur brut. Nous ouvrons les chemins du développement. 2010. Et à partir de 2005, nous avons, grâce à l'embellie pétrolière, commencé à enregistrer des excédents budgétaires. Mais Christian, qu'on explique un peu comment un pays qui a des budgets qui dégagent des excédents budgétaires, a eu recours à un niveau d'endettement qui nous a poussé à aller au préfinancement, qui nous était interdit par le Fonds monétaire, et à d'autres pratiques qui sont très, très peu recommandables. Et aujourd'hui, vous avez suivi Colline Makosso à Paris, il disait que c'était à 91% et que ça allait baisser pour aller vers le seuil recommandé par la CEMAC de 70%. Mais vous avez vu qu'en fin 2023, nous sommes revenus à 90%. Ah non seulement. Est-ce qu'on peut penser que finalement, même là aussi, il montait finalement? C'était pas la réalité. Ah ben il montait.
Il montait. Mais comment on peut expliquer qu'en 2 ans, on est encore remonté? On est passé pratiquement de 8 149 milliards à fin 2022 à 8 milliards 500 milliards pratiquement à fin 2023. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est un problème de gouvernance. Et à mon avis, Christian, il faut que les Congolais prennent conscience que les gouvernants actuels, ce qui les intéresse, c'est leur enrichissement. Et chaque fois qu'il y a une... Regardez, le budget a été fait, mais le pétrole est à un niveau extrêmement intéressant qui ne devrait pas nous poser des problèmes. C'est vrai que j'ai vu qu'ils ont tenu un conseil des ministres où ils se plaignent de ce que les droits de douane n'ont pas atteint les performances voulues, etc. Mais Christian, tu peux expliquer à quelqu'un qu'un pays comme le Congo puisse faire un budget sans prendre en ligne de compte ce qui devait nous provenir de la lutte contre la corruption? Alors que nous savons que nous avons des histoires de 14 000 milliards, nous avons des histoires de 5 500 milliards dans les paradis fiscaux et d'autres ressources. C'est une volonté manifeste. Les gouvernants actuels ont fait un choix qui se caractérise en 2 volets. Premier volet, leur permettre de s'enrichir tant qu'ils peuvent dans l'impunité totale puisqu'ils ils ne sont pas inquiétés. Deuxième volet, enfoncer les Congolais dans la misère et dans la souffrance. Et je crois qu'ils ont du plaisir à voir les Congolais. Regardez aujourd'hui, les retraités qui semblaient danser, aujourd'hui, ils se rendent compte que la misère va reprendre. J'apprends que même le gouvernement, les conseillers des ministres de la présidence ont des retards dans les paiements. Au Parlement, il y a des arriérés. Et il y a le CHU. Et finalement, pardon, pendant que vous dites ça, Clément Mirassa, le Congo est reparti dans la situation finalement d'avant la conférence nationale. La crise est aiguë. Ce que vous êtes en train de dire... Non. Finalement, plus rien ne marche au Congo. Et là, on apprend également que même nos étudiants de l'école africaine des métiers d'architecture et d'urbanisme sont menacés parce que le Congo doit 1,5 milliard, plus d'1,5 milliard des droits scolaires et de ses contributions. Mais où va finalement tout cet argent du pétrole? Où va l'argent? Mais Christian, c'est ça la question. Mais ce qui est plus grave dans l'illustration que tu fais, c'est que l'année 2024 est déclarée l'année de la jeunesse. Et comment, au cours de l'année de la jeunesse, des étudiants d'une école au Togo peuvent se voir les portes fermées parce que l'État n'a pas payé des arriérés d'1,5 milliard. Ils sont menacés. Hein. Le communiqué ou la déclaration, disons la note, elle est ferme, elle est claire là-dessus. Si l'argent n'est pas payé, ben ces étudiants se verront les portes de l'école fermées. Et on fait du cirque avec, je sais pas moi, des dialogues, je sais pas moi, intergénérationnel ou quoi, sur la jeunesse. On avait dit, Hugo Ngolombe, et puis tu as évoqué tout à l'heure un problème. Ils ont refusé d'aller jouer à Kinshasa, il suffit de traverser, mais ils sont partis prendre une culottée de 6%, de 6 à 0 au Maroc. Dans beaucoup de pays qui se respectent, les ministres des Sports auraient démissionné parce qu'on se rend compte que la performance n'y va pas. Il n'y a pas de performance. Et moi, j'attire l'attention des jeunes parce qu'assez souvent, ils sont dans des discours, etc., tout ça. Mais il faut qu'ils reviennent à la réalité. Et là, il faut que les jeunes se battent pour que la situation des étudiants qui sont dans cette école d'architecture au Togo, que cette situation puisse être réglée et qu'ils reprennent leur cours et qu'ils aillent jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Ce n'est pas normal. Je vais vous laisser donc quelques minutes pour conclure. Alors, bien sûr, nous savons évidemment qu'il y a une grève à l'université Marion Ngouabi. On n'en parle pas assez, alors que c'est très récent. On nous parle de l'hôpital, à dire la santé, hein, les agents de santé qui seraient en grève, qui réclament le paiement de leurs arriérés, de leurs salaires. Comment se présente la situation sociale au Congo-Brazzaville? Vous qui êtes sur place. La situation sociale est très difficile et elle va devenir de plus en plus et je vais expliquer pourquoi. Christian, j'ai toujours dit que le pays va mal, très mal. Et on a dit à une époque donnée, le ver est dans le fruit, il nous faut le détruire. Pas seulement dans le secteur de la justice, mais dans tous les secteurs d'État. Et il faut que les Congolais sachent. Il faut qu'ils réalisent. Nous sommes au mois de juin 2024.
Les gouvernants n'ont pas été capables de procéder à un ajustement à un ajustement interne pour permettre au Congo de sortir de la crise multidimensionnelle qu'il connaît depuis plus de 10 ans. Ils n'en ont pas été capables parce qu'il fallait lutter contre la corruption, entreprendre un certain nombre de réformes. Ils ont avoué qu'ils n'en étaient pas capables. Ils sont partis au Fonds monétaire. En 2019, on a signé un programme. Ils n'ont pas pu le respecter. Ils n'ont pas respecté les engagements pris. En 2022, on a pu re-signer un programme avec le Fonds monétaire qui s'est terminé dans quelques mois. La revue qui vient d'avoir lieu, puisqu'on a fait 5 belles revues, et malgré les 5 belles revues, les Congolais sont toujours plongés dans la misère et dans la souffrance. Ça veut dire que même l'approche du Fonds monétaire international ne convient pas à un pays comme le Congo pour le sortir de la crise. Le mal, il est connu. Et c'est quoi la conséquence, pardon, Clément Mirassa, la conséquence c'est quoi si la 5e revue, par exemple, échouait? Qu'adviendra-t-il avec cette crise déjà aiguë au niveau social? La 5e, toutes les 5 revues ont bien marché. Déjà. Malheureusement, le Congo ne s'en sort pas. Ça veut dire que le Fonds monétaire ne peut pas également apporter la solution au cas du Congo. Le cas du Congo est un cas extrêmement difficile et particulier. Le problème, il est simple. Est-ce que les gouvernants congolais auront le courage de gérer le pays selon les règles de bonne gouvernance? La question est là, fondamentale est là. Et c'est ça qui semble bloqué alors. C'est ce qui semble bloqué. 40 ans après la gestion du président Sassou, on se rend compte que le bilan est négatif. Le président Sassou, il faut le dire, a lamentablement échoué et a plongé les Congolais dans la misère et dans la souffrance. Il faut que cela soit dit clairement. Et malgré ça, il veut encore briguer un mandat. Et comme il dit, les Congolais l'aiment tant, ils le voteront. Mais c'est les Congolais qui votent en fait pour leur misère et leur souffrance. Donc, ils n'ont qu'à s'apprendre à eux-mêmes. Il faut que les Congolais prennent conscience de ce qu'il y a nécessité de changement et de rupture dans ce pays. Maintenant, s'agissant des terres, j'invite les Congolais. D'abord, je félicite les Congolais, que ce soit ceux de l'intérieur que ceux de l'extérieur, pour leur ferme détermination à se battre pour défendre leurs terres. Jusque-là, le combat marche très bien. Et ils disent haut et fort, chaque fois qu'ils le peuvent, non à la vente et à la cession de nos terres au Rwanda. Et je pense qu'il faut que les Congolais soient debout, qu'ils soient vigilants, qu'ils ne tombent pas dans la manipulation du gouvernement et qu'ils soient surtout vigilants parce que le gouvernement veut en imposer. Parce que moi, j'ai perçu que les gouvernants ne défendent pas les intérêts du Congo, ils ont choisi plutôt de défendre les intérêts du Rwanda. Mais nous n'accepterons pas que le Congo fasse partie prenante au conflit qui oppose le Rwanda à la RDC. Et nous nous battons pour que les relations de soient des relations de bon voisinage entre le Congo et la République démocratique du Congo. Il faut que nous créions cette ambiance et que nous faisons tout pour empêcher tout ce que le Congo fait. Ils veulent trouver l'argent pour financer la guerre du Rwanda, mais ce n'est pas au Congo qu'on trouvera ces financements. Il faut que Koliné Makosso le comprenne, il faut que Pierre Moussa le comprenne, il faut que le président de la République le comprenne, il faut que le président de l'Assemblée le comprenne. Et surtout, j'interpelle le président de l'Assemblée et celui du Sénat pour leur dire que nous sommes ridicules en apprenant qu'un ministre, un citoyen congolais a confisqué, on ne sait pas pour quelle raison, les accords qui ont été signés au nom du Congo avec le Rwanda. Nous ne savons pas, mais il faut qu'une enquête soit faite sur cette affaire, que la lumière soit faite, que les responsabilités soient établies et que les sanctions soient prises. C'est sur ces mots que je termine l'émission, tout en remerciant Christian de cette opportunité que tu m'as offerte de m'adresser encore aux Congolais et de profiter de R16 pour faire passer le message et toujours être dans les débats. Merci Clément Mirassa d'avoir encore été avec nous sur R7. En tout cas, grand merci d'avoir été disponible. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, mais je vais vous laisser sur cette petite vidéo qui nous rappelle l'ambiance de la conférence nationale, les circonstances qui avaient conduit à la conférence nationale. Apparemment, nous y sommes encore.
Ne dit-on pas qu'un peuple qui ignore son histoire est condamné à la revivre? Bonne détente et à très bientôt. Merci. Nous sommes en train de payer les erreurs du système du parti unique. Voyez. C'est-à-dire que le système du parti unique a favorisé justement la marche vers le pouvoir personnel du chef et de son lobby qui s'est entouré autour de lui. Alors automatiquement, tous ceux qui pouvaient émettre un point de vue différent ont été progressivement éjectés, et le chef a fini par rester avec uniquement son petit noyau familial qui malheureusement n'est pas formé de lumière. La conséquence, c'est que les erreurs accumulées nous ont amené à cette explosion à laquelle nous assistons maintenant. Il y avait le monopole du PCT, le monopole de la pensée, le monopole politique, le monopole économique, le monopole en tout et pour tout. Et que c'est ce monopole-là que petit à petit on est en train de liquider totalement. En janvier 1986, salaire annuel d'un jardinier 16 millions, c'est quand même terrible, non? Enfin, avec ses frais d'entretien peut-être, mais... Je viens m'expliquer parce que j'ai été cité oui. Parmi les gens qui ont des biens mal acquis. Les changements du Congo, Sonny Laboutansi, l'écrivain, le rêveur, les voudrait plus profonds que des simples changements d'hommes. Quand il quitte la conférence nationale et qu'il arbore sa casquette d'homme politique avec ses amis, c'est pour évoquer la puissance de la parole et des mots, mais aussi leurs limites dans l'évolution actuelle du pays. Un homme politique qui dit les choses, c'est les prétextes qu'il donne. Dire on est des hommes politiques, si on avoue, ça veut dire qu'on est mort. Bon. Voilà. Il y en a qui prennent la conférence nationale pour un bâton magique, une baguette magique. Peut-être que ça ne le sera pas, ça le sera dans certains endroits. Et il y en a qui prennent, moi par exemple, j'imagine que la conférence nationale du Congo, qui est un point de passage important, parce que quand même c'est le point aujourd'hui, c'est le point de convergence de tous les non-dits d'abord, de tous les non-dits, de beaucoup d'espérance aussi, de beaucoup de rêveries. André Milongo, nouveau Premier ministre du Congo, a été élu il y a une semaine à la fin des travaux de la conférence nationale. Ancien administrateur de la Banque mondiale, il sait que pour répondre aux espérances des Congolais, les changements actuels doivent en appeler d'autres sur le plan économique. On dit, quand on fait les calculs, que le Congo est le pays le plus endetté du monde par tête d'habitants. Par tête d'habitants, ça fait à peu près 650 000 francs CFA par tête d'habitants, c'est énorme. 13 000 francs français de dette par habitant. Aujourd'hui, 2 millions de Congolais vivent dans un pays économiquement sinistré. Et sur les marchés, on attend beaucoup des changements récents. Les conférenciers doivent faire un effort pour relancer l'économie. Nos enfants sont devenus de grands voleurs. Et ça pose un gros problème à nous les maires. Ils sont en train d'arranger beaucoup de problèmes. On a l'espoir, nous, d'être mieux demain. Tous, nous avons l'espoir sur la conférence nationale. L'explosion actuelle se traduit déjà par des changements importants dans l'information. Jean-Claude Kakou, journaliste vedette de la télévision congolaise depuis plus de 10 ans, profite de la nouvelle liberté d'expression. J'arrive, je viens chercher un autre. On n'est pas là. Je fais réagir le vieux Makanga. Vieux Makanga, tu viens? Tu viens parler? Ne parlez pas encore. Nous venons de suivre les rapports de la commission des biens mal acquis. Tu as certainement quelque chose à dire là-dessus. Voilà, là. Je vois que les dirigeants s'amusaient. Ils ne dirigeaient pas le pays, mais ils dirigeaient leur propriété. Ce n'était plus le Congo de nos ancêtres. Ce n'est plus le Congo des Congolais. C'était leur Congo à eux. Et donc, nous étions tous leurs sujets. Vraiment, ils étaient donc des rois. Au temps du monopartisme, ce que vous venez d'entendre aujourd'hui était... non, c'était un sacrilège, on ne pouvait pas le faire. Ce que vous avez entendu aujourd'hui, les Congolais l'entendent pour la première fois.
Enfin, d'autres changements immédiats sont visibles dans la rue. Tout le monde peut se réunir et parler librement. Olivier Pambou est médecin en France. Il n'est pas revenu dans son pays depuis 3 ans. Les changements, il les découvre et les apprécie très concrètement. Avant, tous les 500 mètres, il y avait des miliciens en armes. Et là, on ne voit plus personne. Et enfin, celui-là, c'est un exemple concret. Quand nous descendions de l'avion, on nous prenait le passeport. Mais aujourd'hui, je descends de l'avion, je suis allé à Pointe-Noire, j'ai mon passeport sur moi. Alors ça, c'est le changement qui dénote que le pays est en pleine mutation.